Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News, le premier pour 2020. Du coup, je vous souhaite une bonne année à chacun, normalement vous serez à peu près une vingtaine à me regarder, une année que j'espère pour vous remplie de visites dans les parcs de loisirs. Au risque de me répéter, les grosses nouveautés cette année seront sans doute Objectif Mars, le coaster qui va arriver au Futuroscope, et le parc aquatique, ou plutôt la nouvelle zone avec accès via un billet séparé de Gardaland en collaboration avec Lego. Sinon, il y aura évidemment d'autres nouveautés, plus petites, dont on a déjà parlé sur Facebook. Un nouvel hôtel dans une thématique 18e siècle et quelques changements de show au Puy du Fou, un nouveau film 4D et 3 nouveaux spectacles, dont un nocturne à Gardaland, la nouvelle attraction Piraten in Batavia à Europa Park, et vous mettez ce que vous voulez dans le terme nouvelle, ça peut être parce qu'ils l'ont rebâti après un incendie, ça peut être aussi parce que la storyline a été modifiée, ça peut être aussi pour une toute autre raison que je vous laisse me donner en commentaire. Et l'ouverture de l'hôtel New York rénové, ainsi que 2 remplacements d'attractions à Disneyland Paris, Disney Junior Live on Stage qui devient la fabrique des rêves de Disney Junior, et Studio Tram Tour qui devient Cars Route 66 Road Trip. J'en oublie certainement, mais on aura d'ici là l'occasion d'en reparler plus calmement. Puisqu'on est à Disneyland Paris, on va y rester pour voir ce qui est prévu pour la Frozen Celebration, ou célébration de la Reine des Neiges, du 11 janvier au 3 mai. Déjà, on va clarifier les choses. Sur l'ensemble des animations prévues, seules 2 sont véritablement inédites et propres à la saison. Et encore l'une d'elles, Magie sur le lac Disney, édition La Reine des Neiges, est vraiment quelque chose d'anecdotique. Jugez plutôt. Ce spectacle pyrotechnique, joué, vous l'avez compris, sur le lac Disney, donc en dehors des parcs, là même où ont lieu chaque année en novembre les bonfires, n'a que 3 dates de prévues, les 24, 27 et 29 janvier en début de soirée. 3 dates pour une saison qui dure plus de 4 mois. Alors, je ne dis pas que ce ne sera pas réussi. Encore une fois, ce qui est joué habituellement remporte son petit succès, même si c'est plutôt destiné à un public britannique, mais que c'est super dommage à mon sens, et au sens de beaucoup d'ailleurs, que de faire un truc avec si peu de dates sur une licence aussi juteuse. Et qu'on ne vienne pas me dire, oui, ils font ça pour concentrer les visiteurs dans les parcs, ils n'ont pas intérêt à multiplier ce genre de spectacle qui diluerait la foule. Les dates choisies sont des jours de semaine, en janvier, en extra basse saison donc. De la foule, il n'y en a pas vraiment, peut-être le 24 qui est un vendredi, allez d'accord. En plus, à ce moment-là, les parcs ferment tôt, à 18h30. Donc si le spectacle est à 20h30, c'est large pour y aller. Non, pour moi la raison est tout autre. C'est la première étape du futur Disney Village. Rappelez-vous la conférence du 12 avril dernier. Désolé, ça date un peu. Daniel Delcourt a bien dit qu'il voulait rendre ce lieu de divertissement aux résidents des hôtels. Or, de toute évidence, à cette période de l'année, il n'y aura quasiment que ça lors du spectacle. Les locaux auront certainement autre chose à faire. Alors d'accord, c'est très mal à mener, mais il faut bien commencer quelque part. On peut imaginer que par la suite, les différentes enseignes proposeront, au moins celles que Disneyland Paris possède en propre, des packages avec une meilleure place ou un carré VIP avec des boissons et des gourmandises à discrétion. Qui sait, peut-être même que le ballon captif Panorama Magique fera payer à prix d'or un tour au moment du show. Bon, là je commence à délirer, nous verrons bien. Par contre, si vous voulez vous marrer un peu, quand le programme du Disney Village de janvier est sorti, le spectacle était marqué à minuit. Dieu merci, c'était une erreur. Passons à la vraie nouveauté de cette nouvelle saison, la parade, appelons-la comme ça, La Reine des Neiges 2, un voyage enchanteur. Je parle de parade car la pièce maîtresse de cette animation va être un immense char inspiré du 2e opus des aventures des sœurs d'Arendelle. Il y aura bien des danseurs et des personnages, mais le char sera vraiment l'élément central. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Ça prend la forme qu'on connaît maintenant depuis plusieurs saisons. Le cortège arrive par Fantasyland, s'arrête devant le château pour que les danseurs profitent de Central Plaza, puis repart par le même chemin. Bref, une animation finalement assez classique, il y a des musiques entraînantes et on ajoute Anna, Elsa, Olaf, Sven et Christophe. Pourquoi ça ne ferait pas se déplacer les foules? Attendez, c'est la Reine des Neiges, ça se suffit à soi-même. Après tout, on avait beaucoup critiqué la saison du Roi Lion et de la Jungle en amont, et finalement, c'était franchement réussi. Non? Vous trouvez cette saison légère? Très légère? Trop légère? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. J'avais dit sur un forum, en grossissant volontairement le trait, et j'insiste bien là-dessus, je sais que c'est plus complexe que ça, que même s'il faisait défiler une chèvre habillée en Elsa sur la route de la parade, ça ferait se déplacer les foules. Le problème, c'est que Disneyland Paris l'a vraiment fait. Il compte uniquement sur la hype du film. Dites-vous quand même qu'on est le seul resort Disney au monde où il n'est pas possible de rencontrer, hors événement spécial, Anna et Elsa. Ok, ils sont toujours échaudés de la catastrophe vécue lors de la sortie du premier film, où ils avaient été dépassés par les files d'attente, mais c'était pendant la saison de Noël.
la plus chargée niveau fréquentation. Même sans ça, même sans la rencontre avec les princesses, ça aurait été l'apocalypse. Là, on est sur une période plus calme, ils auraient pu tenter. Après, il y a aussi des problèmes de structure qui peuvent jouer. Le pavillon des princesses, je vous le rappelle, n'a que 2 salles, là où il en faudrait au moins 1, voire 2 de plus. Bon, soyons patients. D'ici quelques années, lorsque l'extension sera terminée, on aura ces salles et enfin on pourra voir sa photo avec les princesses. Un autre exemple ? Très bien. Pourquoi laisser une salle flambant neuve, le Frontierland Theater, vide? Parce qu'elle n'est pas encore finie, que les loges ne sont pas encore opérationnelles? Oui, c'est ce qu'on disait cet automne, quand la saison du Roi Lion se finissait. On n'a pas eu d'infos depuis. C'est bête, ça aurait été le meilleur endroit pour faire un petit show sympa et au chaud. Par contre, si niveau entertainment c'est léger, niveau restauration c'est beaucoup mieux. Regardez, un cornet de beignets, des sablés, des madeleines, des boissons chaudes et même de la soupe. Il est certainement possible de trouver certains de ces plats en formule instant délice, où ils sont proposés avec une boisson pour le goûter, c'est encore la meilleure option, mais aussi dans les bars et les buffets des hôtels. Pour compléter la saison, on retrouve nos héros sur la parade, lors du show nocturne et à l'Animation Celebration. Je vous mets ici le lien de la vidéo de Noël où j'en parle. Et d'ailleurs, on va rester au Walt Disney Studios, car il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la Reine des Neiges dans la vie, que certains préféreront l'univers d'une saga cinématographique intergalactique qui en est à son 9e film si on ne parle que de l'intrigue générale, et que donc, encore cette année, les légendes de la Force vont prendre leur quartier autour de Production Courtyard entre le 11 janvier et le 15 mars. C'est, il faut le dire, la seule façon pour que le parc vive un peu pendant cet hiver. La saison est à 2 détails près strictement la même que l'an passé. Show en journée pour retracer toute la saga, rencontre avec Chewbacca, marche impériale et marche du Premier Ordre dans le peu d'allées qu'il reste, et spectacle nocturne sur la façade de la Tour de la Terreur. Les seuls changements semblent être l'ajout d'une rencontre avec Rey avec ou à la place de Chewbacca, et surtout l'ajout d'un spectacle participatif au cours duquel un lieutenant d'abord puis Kylo Ren ensuite recrute des membres afin de leur faire rejoindre le côté obscur. Je ne suis absolument pas fan de ce genre de show où des visiteurs sont choisis pour participer un peu contre leur gré. Je préfère ceux où tout le monde est soit spectateur, soit participant, mais force est de reconnaître que c'est peut-être la réussite de ce début d'année. Et en plus, à la fin, certains visiteurs ont même la chance de pouvoir rencontrer Kylo Ren. Que demander de mieux? Là encore, on peut agrémenter son expérience par divers mets. Mention spéciale pour la gaufre fromage qui, vu son prix, fait presque plat de résistance. Et résistance, vous avez compris la vanne? C'est venu tout seul. On va conclure en prenant un peu de hauteur sur 2020 à Disneyland Paris en général. Les saisons Frozen et Star Wars, c'est bon. Il y aura ensuite la saison Marvel, je simplifie, au Walt Disney Studios, et celle du Roi Lion et de la Jungle au Disneyland Park, puis Halloween et Noël. Les dates sont approximatives, ne vous y fiez pas encore. Mais aussi un nouveau week-end de course à pied, le Princess Run Weekend, les 8, 9 et 10 mai, la Disneyland Paris Pride le 6 juin, le Festival Electroland les 3, 4 et 5 juillet, et le Disneyland Paris Run Weekend les 24, 25, 26 et 27 septembre. Bref, une année chargée. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo, en me disant par exemple ce que vous pensez de ces 2 saisons, et en partageant la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je vous donnerai. En tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt.